Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Floriane Geoffroy. J'ai suivi comme étude, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout d'abord une classe préparatoire pendant 2 ans et j'ai intégré une école d'ingénieur en 3 ans sur un parcours d'informatique et réseau. Désormais, je travaille en tant qu'ingénieur cloud à la IMSA. Donc, pour contextualiser un peu, la IMSA, c'est la section informatique de la MSA. Si vous ne connaissez pas la MSA, c'est un régime de sécurité sociale, donc qui couvre des domaines assez variés tels que la santé, la famille, le logement, les retraites, etc. Donc, avec tous ces domaines, il en découle aussi beaucoup de logiciels, beaucoup de sites web, beaucoup d'applications. Et donc, toutes ces applications sont développées par la IMSA. Certaines de ces applications sont conteneurisées. Conteneurisé, ça veut dire, je vais vous parler avec un exemple assez simple pour que vous compreniez, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ces sujets-là, ce que ça signifie. Donc on va prendre un site web assez classique. On va avoir 3 conteneurs. Donc le premier conteneur, ça va être l'aspect connexion. En haut à droite, vous savez, quand vous cliquez sur le petit logo. Donc ce conteneur va avoir un unique rôle et ça va être celui-ci. On peut avoir un deuxième conteneur qui va être responsable d'afficher la page web, donc le front, on peut parler, pour que ce soit joli, etc. Et un troisième conteneur qui va gérer la base de données derrière. Ça veut dire que, par exemple, vous, lors de votre navigation sur le site web, lorsque vous cliquez sur mes informations personnelles, ces informations sont récupérées. Donc ce conteneur-là va être responsable de ici. Donc on est content, on a une application en conteneur, mais à quoi ça va nous servir? Donc il faut savoir que ces applications en conteneur, on peut les héberger sur de l'infrastructure cloud. Donc c'est très intéressant. Et le gros avantage qu'il y a par rapport à une application, quand je parle d'application, ça peut être une application mobile, ça peut être un site web, ça peut être un logiciel, c'est assez varié, qui va être conteneurisé. Le gros avantage, c'est que ça va être scalable. Par ici, tout le monde aime bien, vous comme moi, quand un site web charge vite, quand les informations arrivent et qu'on ne doit pas attendre et que la navigation soit fluide. Donc l'avantage du conteneur, ça va être que par exemple, si j'ai 10 personnes qui vont se connecter qui vont cliquer sur se connecter. 10 personnes en même temps. Donc le conteneur, lui, il a une mémoire, une puissance de calcul qui va être limitée. Donc ça va. 10, c'est pas trop de gens qui veulent se connecter, ça va. Par contre, si je vais avoir 20 personnes, ça veut dire que lui, il va avoir le conteneur responsable de la connexion, il va avoir 20 demandes à traiter en même temps. Ça va commencer à être de plus en plus compliqué. Et donc, c'est ici que la scalabilité intervient. Il va avoir la possibilité de doubler le nombre de conteneurs. Le gros avantage, c'est qu'on peut doubler que sur la partie connexion, parce que pour l'instant, la base de données n'est pas encore sollicitée. La partie d'affichage de web n'est pas plus sollicitée que d'habitude. Et donc, cette partie de connexion, s'il y a 20 personnes qui veulent se connecter en même temps, on la double. Ça veut dire qu'on va avoir 2 fois plus de conteneurs. Et ainsi de suite, s'il y a 100 personnes qui se connectent en même temps, on va en avoir 100. Le gros avantage, c'est qu'on va avoir, donc, par exemple, 100 conteneurs sur la connexion, et par contre, le conteneur de la BDD, de la base de données, lui, est quand même pas trop sollicité, donc il est assez tranquille. Donc on peut en laisser que 1, voire 2. Par rapport à une application qui est dans un seul bloc, ça veut dire qu'on est obligé de multiplier fois 100 tous les composants, on va être gagnant, parce que les serveurs, c'est très consommateur. Vous le savez tous, les salles serveurs, ça consomme beaucoup, beaucoup. Donc là, le fait qu'on n'ait pas besoin de tout mettre, tout multiplier, on va gagner donc des économies d'énergie sur le serveur, puisqu'on va avoir et consommer uniquement ce dont on a besoin. Si on peut augmenter la charge, on peut également la diminuer. C'est aussi un des gros avantages. C'est-à-dire que par exemple, la nuit, sur les périodes entre 14h et 16h, il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent à se connecter sur le site de MSA. Il y a moins de monde que par exemple le soir à 18h, quand tout le monde rentre du travail et cherche à se connecter. Et donc, au quotidien, donc ça c'est les développeurs qui s'occupent plutôt de créer des applications en conteneur. Et dans mon quotidien en tant qu'ingénieur cloud, je vais plutôt m'occuper de tout ce qui est la partie infrastructure. Ça veut dire ce qu'il y a en dessous, ce qui héberge physiquement. Donc physiquement, mettre à disposition pour qu'eux puissent développer leur application. Donc c'est 2 métiers différents. Et donc, au quotidien, je travaille dans l'intégration technique. Donc l'intégration technique, pour développer, il y a plusieurs environnements. Donc à cheval, l'intégration technique, c'est tout en bas, c'est vraiment le test. Ça veut dire que j'ai mon appli conteneurisée, on ne sait pas du tout si ça va marcher ou pas. Je la mets sur l'intégration technique. Si ça ne marche pas, je supprime. Si ça marche, ça se passe bien, on remonte à l'environnement d'au-dessus. Donc on va avoir, ça dépend des entreprises, ça peut être 3, 4, 5 environnements, jusqu'à arriver au dernier environnement,
qui est la production. La production, ça veut dire que vous, quand vous vous connectez sur le site de la MSA, le site va être physiquement hébergé sur la production. Donc il est vraiment à cet endroit-là. Ça veut dire que c'est pas du tout l'endroit où on fait les tests, etc. Donc en étant au niveau tout en bas des tests, on a la... Comment on dit ? Donc moi, ainsi que mon équipe, on doit pouvoir être garant de cette infrastructure, la mettre en place et au quotidien la construire. Ça veut dire, ça va être des différentes missions. Ça va être par exemple accompagner les développeurs. Les développeurs, ils sont pas toujours tous à l'aise sur ce qui est des conteneurs. Les applications conteneurisées, c'est quelque chose d'assez récent. Et donc, on va devoir les accompagner quand ils vont leur donner des accès déjà à notre plateforme, à notre infrastructure. Et également, lorsqu'ils vont avoir des problèmes qui vont être relatifs et qui vont être relatifs à l'aspect conteneur, eux, ils ont beaucoup moins l'expertise technique dessus. Donc, nous, on va pouvoir les accompagner. Il va également aussi, nous, notre infrastructure, le service qu'on propose aux développeurs, on a également la mission de l'améliorer au quotidien. Donc forcément, il faut bien commencer un jour. Donc on débute et petit à petit, on va proposer de plus en plus de services. Sur un exemple assez concret, ça va être de A à Z. Par exemple, les utilisateurs nous disent on a besoin que les données soient persistantes. Ça veut dire que quand le conteneur, on le relance, on perd les données. Donc sur une base de données, on va quand même être un peu embêté, puisque au relancement, si on n'a pas les données qui reviennent, ça va être gênant. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ils ont identifié le besoin. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder ce qui existe sur le marché. Qu'est-ce qu'on va pouvoir déployer? Donc on va regarder, on va aussi établir avec eux les critères. Qu'est-ce qui est important pour eux? Est-ce que c'est plus important pour eux que ce soit rapide ou est-ce que c'est plus important que ce soit facile à utiliser? Donc on établit les critères, on regarde tout ce qu'il y a sur le marché, on établit une liste qui nous plaît. Et ensuite, je regarde théoriquement, est-ce que ça répond à chacun des critères? Si c'est le cas, donc on a une vue globale sur toutes les solutions et ensuite on enlève des possibilités. Ça veut dire qu'on va en sélectionner 2 et à partir de ce moment-là, ces 2 solutions, on va les tester. Ça veut dire que je les teste, j'en choisis 2, je les teste, je les installe sur mon infrastructure d'intégration. Vu que c'est du test, si ça ne marche pas très bien, c'est pas très grave. Je peux supprimer, je peux recommencer, je peux faire des tests destructeurs pour vérifier que le produit est solide et correspond à ce qu'on espère. Et surtout, on essaye tous les problèmes possibles, tous les cas possibles, parce que c'est le moment ou jamais de tester, puisque c'est pas quand on sera en production sur le vrai site internet qu'on pourra se permettre d'avoir un problème. À partir de ce moment-là, on choisit la solution qu'on souhaite. Donc ça peut être, moi je peux apporter un avis, cependant ça peut être d'autres instances de l'entreprise qui peuvent choisir. Il peut y avoir des fois des histoires de licence, des choses comme ça, donc c'est pas forcément moi qui ai la main dessus. Et une fois que c'est bon, donc on me dit, on choisit la solution 2 que tu as pressentie, je l'installe donc sur l'intégration. Si ça se passe bien, je l'installe sur les environnements juste au-dessus et je documente également. Je documente tous les tests que j'ai faits. Ça veut dire que si on a un problème plus tard, on pourra s'y référer, se dire ça a déjà été testé, ça marche bien. Et également documenter l'installation pour que les personnes qui installent sur l'environnement de production, moi j'ai pas forcément la main dessus parce que je suis plutôt sur l'intégration, puissent être à l'aise pour déployer tout ça. Et voilà, donc là, ça fait... Et ensuite, une fois que c'est déployé, c'est tout de suite mieux, c'est mieux, l'infrastructure est un peu mieux parce que les données peuvent être persistantes. Donc c'est ce que l'utilisateur voulait. Et donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, puisqu'on essaye tous les jours d'améliorer ou de répondre aussi aux besoins techniques, parce que le monde du cloud, c'est quelque chose qui évolue très très vite. Donc quelquefois, on a besoin d'être agile et de pouvoir s'intéresser. Donc pour conclure, je pense que moi, c'est vrai que c'est un métier qui est très masculin. Ça, c'est vrai, il faut quand même mettre la touche dessus. Cependant, je pense que c'est intéressant pour tout le monde. C'est pas plus intéressant que pour les hommes que pour les femmes. Donc, c'est très sympa parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre parce que les avancées techniques et technologiques vont à 1000 à l'heure. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment bien et c'est un métier que je conseille à tous de découvrir parce que c'est un peu les nouveaux métiers. Et voilà. Je voulais conclure, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que j'ai été claire pour tous et pour toutes. Donc voilà, je vais laisser la parole à ma voisine. Merci. Bonjour, alors je m'appelle Camille, j'ai 31 ans. Et il y a un an, j'ai décidé de me reconvertir dans le métier du développement web. Avant ça, j'avais fait une école de commerce tout de suite après le baccalauréat où je m'étais spécialisée dans le marketing. S'en est suivi diverses expériences dans les métiers du marketing. Et lors de ma dernière expérience, je ne voyais pas tellement de perspectives d'évolution. Je m'ennuyais un petit peu dans ce que je faisais.
J'ai donc décidé de quitter cette entreprise et s'en est suivi une grosse remise en question professionnelle. Je voulais rester dans le secteur du marketing parce que c'est quelque chose qui me plaisait, mais j'avais besoin de me challenger un petit peu. Il y a ensuite la crise sanitaire qui était un petit peu compliquée dans le sens où le travail était plus difficile à trouver. Et on m'avait parlé de ces formations qui existaient pour se reconvertir du coup dans le développement et qui étaient ouvertes à tout le monde, à tout profil. Donc l'idée au début m'a pas trop enchantée. C'est un peu rentré dans une oreille et sorti de l'autre parce que je ne me voyais absolument pas faire ça. C'était pas du tout dans mon domaine. Et puis je trouvais ça tellement technique que jamais je n'aurais pensé pouvoir faire ça. Mais voilà, l'idée a quand même un petit peu cogité. Et puis un jour, je me suis dit, t'as rien à perdre, lance-toi, challenge-toi. Je pense que j'avais besoin de challenge. Et du coup, je me suis lancée. Donc, j'ai intégré en octobre dernier la Coding Academy à Epitech. Donc, la Coding Academy, c'est quoi? C'est une formation accélérée et spécialisée dans le développement web, dans le métier du développement web. Donc, durant 4 mois, c'est très, très intense, très difficile aussi. On voit énormément de technologies et puis un peu tout ce que peut représenter ce métier-là. J'ai ensuite effectué un stage de 6 mois en tant que développeuse web full stack chez Agoravita. Où du coup là j'apprenais vraiment le métier que finalement je ne connaissais pas tant que ça, parce qu'en 4 mois on voit tellement de choses que finalement on n'a pas le temps de sortir la tête de l'eau. Donc j'ai appris à évoluer dans ce métier pendant ces 6 mois de stage, et j'ai eu la chance de signer mon CDI dans cette même entreprise il y a 1 mois maintenant, et j'en suis très heureuse, je suis très épanouie aujourd'hui professionnellement. Donc effectivement j'avais un petit peu d'a priori avant de faire ce métier-là qui est, comme tu disais, voilà, c'est un métier qui est beaucoup représenté par les hommes. Néanmoins, voilà, ça tend à évoluer. J'étais la première femme dans l'équipe lorsque je suis arrivée il y a 7 mois. Aujourd'hui, on est 3, donc ça évolue, c'est super. Et voilà. Je prends la suite. Sabine Garriot-Bégon, 52 ans, et j'ai plus de 25 ans d'expérience en informatique de gestion. Comment j'en suis arrivée là? J'ai commencé à toucher un ordinateur quand j'avais 13 ans, dans le club informatique de la MJC de mon village, où mon grand-père m'avait emmené. Ensuite, quand j'avais 16-17 ans, mon père m'a acheté un premier ordinateur pour bidouiller un peu à la maison. Ensuite, j'ai un peu laissé tomber l'informatique. Je suis partie sur des études de gestion. J'ai passé 5 ans à Grenoble, en IAE, alors gestion, mais avec une touche système d'information, une année à l'étranger, ou aussi là des cours système d'information, mais aussi des cours de marketing, de management stratégique. Et à mon retour de l'étranger, impossible de trouver du boulot en contrôle de gestion, ce qui était mon rêve. Et donc, je me suis retrouvée un peu par défaut à commencer à travailler dans l'informatique comme ingénieur d'études. Alors, ingénieur d'études, c'est un grand terme, mais en fait, c'est un développeur avec un statut cadre, tout simplement. Et puis, j'ai eu la chance d'évoluer. On était une vingtaine, on n'était que 3 filles dans cet open space rempli de développeurs. Et j'ai eu la chance de pouvoir évoluer sur de la qualité de développement logiciel, et ensuite de rebondir au sein de la même entreprise sur un poste de consultant en ERP. Donc les ERP, c'est les logiciels de gestion. Et donc de pouvoir mixer à la fois mes compétences fonctionnelles en gestion généraliste et les compétences techniques que j'avais pu acquérir pendant que j'avais été développeur. Après, au niveau de mon statut, je suis restée salariée pendant pas mal d'années sur Paris, en ESN, à l'époque on disait SS2I, et puis en cabinet de consulting. Et ensuite, à mon retour dans le Sud, j'ai sauté le pas et je me suis mise à mon compte en freelance. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis à mon compte. Et ce que je voulais dire, ce que je voudrais témoigner aujourd'hui, c'est qu'en fait, pour travailler dans l'informatique, on n'a pas besoin de faire obligatoirement des études d'informatique. On n'a pas besoin obligatoirement d'être bon en maths. C'est plus de la logique, finalement, du bon sens que des mathématiques. Et que tous les chemins peuvent mener à l'informatique. Alors moi, les chemins, je les ai pris relativement tôt, mais je m'en suis écartée, j'y suis revenue. En fait, aujourd'hui, j'ai un message pour que ce soit les jeunes filles ou les femmes en reconversion. Tout le monde peut partir sur du travail dans le numérique.
c'est pas réservé aux hommes. Les femmes ont des compétences qui sont complémentaires de celles des hommes. On est égaux, mais on est différents, mais on est complémentaires. Ça, c'est très important. Et moi, l'informatique, travailler dans le numérique, ce que ça m'a apporté, c'est qu'on peut très bien travailler en équipe que travailler seul. Il y a des moments de travaux de groupe sur des projets, mais il y a aussi des moments où on peut réfléchir tranquille dans son coin. De par mon statut d'indépendante, je travaille de chez moi ou je travaille chez le client. Donc, bien avant le télétravail qui a été imposé par les conditions sanitaires, j'avais déjà eu l'occasion de pouvoir partager mon temps entre 2-3 jours chez le client en entreprise et puis 2-3 jours à travailler à distance, ce qui permet d'organiser son temps. Le fait d'être freelance me permet aussi de choisir les missions, de choisir les déplacements, etc. Et j'ai vraiment trouvé un équilibre dans ce métier et dans ce statut pour concilier à la fois ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Voilà, c'est une voie que je conseille parce qu'elle permet de faire différents métiers. Moi, j'ai été développeur, j'ai été sur de la qualité, je suis maintenant plus sur du fonctionnel, donc sur des compétences de gestion appliquées à l'informatique. J'ai eu la chance de pouvoir faire différents métiers dans ce domaine. Donc, ce n'est pas parce qu'on choisit une voie qu'on est obligé de rester sur la même voie pendant des années. Voilà, c'est vraiment un domaine. Et puis, comme on l'a dit toute la journée, les métiers de demain n'existent pas encore. Il y aura peut-être que d'ici que je sois à la retraite, j'aurai peut-être encore exercé 1 ou 2 métiers dont j'ai aucune idée à l'heure actuelle. Donc, c'est vraiment une voie, le numérique, qui permet plein de possibilités et qui ouvre plein de portes vers l'avenir. Je passe la parole à Norolanto. Merci Sabine. Donc bonjour à toutes et tous. Moi c'est Norolanto Raza Fini Manana. Et depuis 2009, je suis indépendante, comme Sabine d'ailleurs. Et mon métier, initialement, c'était consultante et formatrice en e-réputation. Puis ça a évolué en e-réputation et marque employeur, ce que je fais toujours. La marque employeur, c'est l'image en fait numérique RH d'une entreprise. Et plus globalement, aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle la transformation numérique des entreprises, et plus particulièrement des TPE-PME. TPE-PME parce que moi, je viens de Montpellier et c'est quand même en fait la typologie des entreprises de Montpellier et de sa région. Donc, il faut en fait, si on est dans un territoire où il y a une certaine typologie, je pense, si on veut travailler sur place, parce que c'est important aussi, s'adresser vraiment à la population, enfin en tout cas au type d'entreprise. Je vais un peu revenir sur mon parcours parce que je pense aussi qu'il est assez atypique. Après un bac scientifique, en fait, j'ai commencé par des études de biologie. Voilà. Parce que je trouvais ça en fait marrant, il y avait un côté magique. Et j'ai eu ce qu'on appelle une licence de physiologie génétique. Voilà. C'était très bien. Et puis avant de rentrer dans le master, je me suis dit, en fait, ce que tu fais à l'université, c'est super bien, mais ce serait bien de savoir en fait quel métier, en fait, vers quel métier tu vas. Et donc, je vais dans ce qu'on appelle un laboratoire de ville pour savoir en fait ce qu'on fait quand on est biologiste. Et là, pendant 1 mois, en fait, j'étais devant une paillasse et je travaillais avec des pipettes, des choses comme ça. Et je me suis dit, ah non, ça, c'est pas pour moi. C'est être 8h, 10h devant une paillasse. Non, ça pouvait pas être pour moi. J'avais besoin de voir des gens, j'avais besoin de communiquer avec des gens. Et je me suis dit, c'est difficile parce qu'il faut que j'arrête en fait, ces études et qu'est-ce que je vais faire. Et autour de moi, il y avait plein d'amis qui faisaient de l'informatique, parce qu'on a toujours plein d'amis qui font de l'informatique. Et ils m'ont dit, tu sais, tu peux faire un stage. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas un stage, en fait, par exemple, au Greta, parce que le Greta, c'est bien, c'est un stage, en fait, assez professionnel. Et je me suis renseignée, et à ce moment-là, en fait, il y avait développeur, en fait, système Unix. Alors, je demande à mes amis, en fait, c'est des amis garçons. Et ils me disent, mais Unix, c'est super bien, c'est l'avenir, vas-y. Et bon, moi, je me suis dit, moi, en fait, la biologie, je ne pouvais plus.
Donc je vais là-bas, et puis surtout que pendant, on va dire, ma licence, j'avais fait quand même en fait des ateliers d'informatique et ça se passait très bien. Donc j'y vais. Et j'y vais aussi parce que en fait, mon père, il est ingénieur informaticien. Et en fait, toute sa carrière, c'était l'informatique. Et moi, j'ai vu mon père, en fait, être bien dans ce métier. Il était chez Bull. Et s'épanouir dans ce métier. Je me suis dit, pourquoi pas pour moi. Déjà, là, je voudrais faire justement une petite pause. C'est vrai que je pense que... excusez-moi. Ce que je voulais dire déjà, c'est que je pense que tout au long de sa vie, il faut se former. C'est ça qui aide à faire la transition. Deuxièmement, je pense aussi que pour amener les filles en fait, au numérique, il faut leur donner des modèles. Mon modèle, c'était mon père, mais je pense qu'il faut aussi donner des modèles de femmes qui travaillent dans le numérique. Ça, c'est très important. Donc, après, en fait, une première conversion au Greta. Donc, je travaille en fait à peu près 3 ans dans une structure qui me prend assez rapidement parce que, oui, depuis toujours, il y a eu en fait une pénurie au niveau des profils numériques. Après, je m'intéresse à ce qu'on appelle le multimédia. Donc, je me reforme. Là, c'est pareil aussi, je change de métier. Et après, je vais dans le sud, un peu comme Sabine aussi. Et là, en fait, je reprends mes études. Toujours pareil, en fait. Moi, c'est très important, en fait, de reprendre en fait ses études, de se reformer quand on en a envie, parce que je pense que c'est aussi comme ça aussi qu'on évolue professionnellement. C'est être en fait aidé par des formations. Et là, je fais ce qu'on appelle un master de recherche en e-média et e-communication à Montpellier 3. Et là, je rentre dans une start-up. Donc, start-up, ça veut dire une petite structure, mais très innovante, où on fait plein de choses. Et je deviens en fait responsable marketing et communication en innovation. Donc, en fait, je change de métier. Et ça se passe assez bien. Et c'est là d'ailleurs que je découvre en fait le monde des réseaux sociaux, de la communication numérique. Et à un moment, je me dis, parce que en fait, c'est aussi comme ça aussi qu'on évolue. J'ai envie, comme disait Mademoiselle, j'ai envie de me challenger. Et là, je décide donc de devenir indépendante. Parce que pendant cette start-up, pendant mon travail à la start-up, j'ai en fait découvert ce monde en fait de la communication numérique, des réseaux sociaux. Et c'était en fait pour moi une sorte de monde merveilleux, mais surtout un monde en fait avec beaucoup de possibilités et un certain pouvoir. Donc ça m'intéresse et c'est comme ça que donc je deviens indépendante. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'être, alors ça va être assez en fait naïf comme expression, mais être utile. Moi, j'aime bien être utile. Et c'est pour ça que je me tourne vers les TPE-PME, parce que aujourd'hui, c'est quand même en fait une typologie d'entreprises qui sont, je dirais, un petit peu délaissées par la formation, par l'accompagnement. En fait, on aime bien accompagner les grosses structures, les ETI, mais les TPE-PME, c'est un peu difficile. Puis aussi parce que les TPE-PME, elles ont du mal à se former, elles ont du mal en fait à prendre du temps pour apprendre des nouvelles technologies, à passer ce stade de la numérisation. Et moi, ça m'intéresse parce que c'est en soi déjà un challenge. Et autour de moi, en fait, le boucher, le restaurant, le centre de formation, même en fait, par exemple, il y a des éditeurs. J'ai accompagné un éditeur de jeux qui travaillait avec un réseau de distributeurs et qui en était assez mécontent. S'est dit qu'il pouvait faire de la communication numérique. Et ensemble, en fait, pendant 3 ans, on a déjà intégré un community manager en alternance. On a fait monter en puissance en fait ce poste et on l'a intégré dans l'entreprise en fait au quotidien. À partir du moment où l'entreprise a maîtrisé ses communautés, parce que ces communautés c'était le client final, l'enfant, mais aussi les parents et les grands-parents, ils se sont dit peut-être on pourrait aller plus loin. Et en fait, la communauté leur a dit moi, je veux acheter vos jeux à vous, pas forcément chez les distributeurs. Et là, ils ont compris qu'ils avaient la possibilité de vendre en circuit court leurs jeux. Et donc, au bout de 3 ans, ils se sont dit peut-être qu'on pourrait en fait développer une application en fait de vente directe. Et en fait, au bout du compte, ils ont, en passant d'un alternant en community manager,
au bout de 3 ans, ils ont changé de business model. Et ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'amener vraiment une structure qui a un modèle assez classique à se challenger, à se dire qu'elle peut être plus près de sa communauté, en fait, de ses différentes communautés, et grâce au numérique, de changer de business model. Voilà en fait ce qui m'intéresse dans mon métier. Moi, je voudrais insister sur 3 points. C'est 1, il faut continuer à se former, parce qu'en effet, peut-être demain, je ferai encore un autre métier. J'ai oublié de dire aussi que je suis formatrice. Et deuxièmement, je pense que si on veut faire venir les filles au numérique, il faut des rôles modèles, beaucoup. Aussi du visuel, en fait, des femmes dans le numérique. Et aussi, peut-être aussi, plus de mixité. Travailler sur la mixité, parce que je pense que les filles qui ne vont pas dans les écoles de développement ou des écoles d'ingénieurs, c'est parce qu'elles ont peur de cette horde de mecs. Or, eux aussi, ils ont peut-être un peu peur aussi des femmes. Hein. Donc, il faut travailler sur cette mixité qui aujourd'hui, en fait, me paraît en fait un petit peu légère. Avant, on était plus mixte. Aujourd'hui, on est des robes roses et des petits des costumes bleus. C'est très étrange. Et puis avoir envie aussi, parce que le numérique, moi j'appelle, c'est un monde en fait où tout peut se faire. On peut être très utile. On est dans un monde qui change et le numérique, ça fait partie de ce changement. Et si les femmes ne se mettent pas au numérique, elles vont rater en fait un vrai changement. Donc c'est important qu'on arrive à mettre des femmes dans le numérique. Voilà. Merci. Non, j'ai mon micro. Merci. Bonjour à tous. Alors moi, du coup, je m'appelle Lina Nikolaïev, j'ai 26 ans et en ce moment, en fait, je travaille à Berger-Levrault sur un poste de data science. La data science, en fait, c'est un univers qui mélange à la fois les maths et l'informatique, mais peut-être que je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Mais en tout cas, pour en arriver là, j'ai un parcours assez hétérogène et tumultueux. J'ai eu un parcours universitaire, mais en passant par plusieurs domaines. J'ai commencé par de l'économie. Puis, je me suis orientée vers les maths parce que l'économie, je voyais bien que les cours, c'était sympa, mais les métiers derrière, ça ne me plaisait pas forcément. Moi, je préférais plutôt l'aspect technique et théorique, surtout des statistiques. J'avais une affinité assez forte avec les stats en économie. Donc, j'ai décidé de faire un master de maths. Et au début, j'ai eu un peu peur parce que rentrer directement en master de maths sans avoir fait des mathématiques avant, je me suis dit que c'était peut-être un peu compliqué. Mais en fait, les bases qu'on peut acquérir, que j'ai acquis en tout cas en économie, ça m'a suffi pour commencer. Et ensuite, finalement, la théorie puis la technique de manière générale, ça s'apprend assez facilement sur le tas. Et aussi, le travail d'équipe, ça m'a pas mal aidé parce que dans ce master, on venait de parcours assez différents. Et en fait, on s'est un peu tous entraidés sur certains, sur la théorie. Puis en fait, avec du travail, même si au début ça fait un peu peur, au final, on y arrive quand même finalement assez bien. Même si des fois, on ne comprend pas et on se dit qu'on n'y arrivera pas. Mais en fait, avec le temps, au final, on arrive assez bien. En fait, la frontière, elle ne se fait pas du jour au lendemain, mais petit à petit, on comprend de plus en plus de choses. Et puis après ça va. Et ensuite, finalement, en fait, quand on veut travailler dans les statistiques, on est obligé de se tourner vers l'informatique parce qu'aujourd'hui, les modèles statistiques et les analyses de données, elles sont entièrement faites. Et puis aussi, pour analyser beaucoup de données, c'est que l'informatique. Donc, les démonstrations sur le papier, ce n'était pas trop utile dans la pratique. Enfin, c'est utile pour le raisonnement derrière, mais pas en pratique. Et donc ensuite, j'ai fini par un master d'informatique. Et là, c'était assez compliqué d'arriver dans un univers un peu de geek, sachant que j'en avais pas trop fait auparavant. Et puis aussi à majorité un peu masculine. Mais en fait, j'ai trouvé ça assez agréable de voir que en fait, c'était plutôt ma personnalité, mon point de vue, qui apportait vraiment de la plus-value à l'équipe. Et puis finalement, de la technique, en tout cas, le code au début, même si on n'y arrive pas trop, dans une équipe, on apporte plutôt un point de vue différent et puis aussi des compétences qui ne sont pas forcément présentes dans l'équipe. Et finalement, j'ai l'impression qu'en tout cas, une équipe qui fonctionne bien, c'est une équipe assez variée et diverse. Et pareil que pour un peu ce que j'avais découvert en vraiment me plongeant dans les maths, mais le code et l'informatique, finalement, avec le tas, maintenant, j'y arrive assez bien. Et en pratiquant, et puis si on a envie, on y arrive quand même plutôt bien.
Mais en fait, ce qui est surtout important, c'est de développer un peu sa personnalité et d'avoir un peu ce côté-là plus peut-être plus personnel en fait à apporter en plus que de la technique, parce que finalement c'est ça, des compétences et puis des spécialistes, il y en aura toujours qui vont être plus forts que nous, donc il ne faut pas chercher en fait à égaler des personnes qui font ça depuis 10 ans, mais plutôt à réfléchir sur qu'est-ce qu'on pourrait apporter en plus pour valoriser et venir compléter un peu leur domaine de spécialité. Et du coup, après l'université, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le milieu professionnel, parce qu'en fait, on n'avait pas eu trop d'affinité avec le milieu professionnel. Donc du coup, la frontière est assez rude entre le monde universitaire, qui était plutôt calme, et le monde professionnel. Et donc, au début, j'ai pas forcément trop trouvé de postes avec lesquels j'avais pas mal, en tout cas ce que j'entendais avec de l'affinité. Et j'ai pas mal réfléchi, et puis j'ai décidé en fait de reprendre une formation après mon université, là, qui était beaucoup plus professionnalisante. C'était avec Open Classroom, qui est un très bon centre de formation pour ça, parce que en fait, je l'ai suivi en alternance, donc ça m'a permis directement au début de la formation de rentrer chez Berger-Levrault en alternance, et vraiment c'était super agréable d'avoir le côté encore apprentissage mélangé avec l'univers professionnel, et du coup ça s'est fait très en douceur. Et aujourd'hui je suis très contente de travailler chez eux, parce qu'après mon alternance j'ai été embauchée en CDI chez eux sur les problématiques que j'avais travaillées auparavant, c'est-à-dire data science et statistiques. Et ce qui est bien chez Berger-Levrault, c'est que en fait, je suis dans un laboratoire de recherche, donc j'ai pas quitté tout à fait le monde universitaire. Je continue à faire cette recherche un peu théorique. Et on a pas mal de sujets assez variés. Et en fait, je trouve que j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur cette entreprise. Donc, j'avais peur que ça n'existe pas, mais en fait, si. Et donc, voilà pour moi. Et il n'y a personne de plus. Est-ce que vous pouvez faire juste un tour de table avec si vous deviez donner juste un conseil à une jeune fille qui se pose des questions sur son orientation, sa réorientation, ou une femme en recherche d'emploi qui se pose des questions sur le monde du digital et de l'informatique? Un conseil, une phrase. Le conseil que je pourrais donner, c'est que l'informatique, ça donne beaucoup de métiers. Et que si on y va et qu'on ne sait pas trop pourquoi on y va, au final, on arrivera toujours à trouver quelque chose dans lequel on se plaira. Là, on est 5, dont certaines qui ont fait 10 métiers. Donc, au final, ça fait beaucoup de métiers sur 5 personnes. Donc, comme vous pouvez voir, on est toutes dans le numérique, et pourtant, on a toutes des métiers qui sont diamétralement opposés. Donc, foncez dans le numérique. Et même si, au début, vous ne savez pas trop pourquoi vous y allez, il y a beaucoup d'hommes qui font peur. Au final, vous trouverez toujours votre voie, et surtout, vous arriverez toujours à trouver votre place, surtout en tant que femme. Moi, mon conseil, c'est de foncer, c'est de ne pas se poser de questions. C'est un secteur de métier qui est génial, qui évolue constamment, dans lequel on ne peut jamais s'ennuyer. Et ça, je trouve ça super. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas forcément se mettre de barrières, d'avoir d'a priori. Et voilà, il faut foncer. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est un conseil à donner peut-être aux parents, au moment de l'orientation des jeunes filles, de ne pas leur mettre de barrières. De les laisser aller vers l'informatique si elles ont envie d'y aller, voire même de les orienter un peu. Et puis, de par mon parcours, savoir qu'on peut revenir vers l'informatique après n'importe quoi comme étude. Toi, tu as fait de la biologie, mais moi, quand j'ai commencé à développer, justement, il y avait avec moi une jeune femme qui avait une maîtrise de bio, moi qui était avec un bac plus 5 en gestion, et la troisième avait fait une école d'informatique, mais sur les 3 filles dans l'équipe de 20 où j'ai commencé, finalement, il n'y en avait qu'une qui avait fait une école d'informatique. Voilà. Donc, on peut arriver à l'informatique par n'importe quelle porte. Moi, je voudrais insister sur cette notion de formation. Mademoiselle a fait Open Classroom. Moi, j'ai fait Greta. Il y a l'université. Il y a des structures comme Epitech ou des écoles d'ingénieurs. En fait, aujourd'hui, il y a énormément de structures de différentes formes qui permettent d'appréhender plusieurs métiers de l'informatique. Et si on se pose des questions, par exemple, Open Classroom, c'est des formations qui ne sont pas forcément très longues. Donc, on peut commencer par faire une formation relativement courte, éventuellement aussi faire des stages
en entreprise pour voir en fait ce que c'est en fait être dans du numérique. Tout à l'heure, il y avait une table ronde où on proposait de faire en fait des stages vie ma vie de développeurs ou de data science ou en fait de marketeurs. Je pense que ça c'est bien. Il faut être curieuse. Voilà, il faut être curieuse parce que le monde change tellement vite qu'il faut être curieuse et garder cette curiosité parce que sinon on va rater quelque chose. Et si vraiment il faut... je pense que le monde est très numérisé. Donc là, je pense qu'il faut vraiment se dire, si je veux avoir un métier ou une entre guillemets, carrière en fait, intéressante, c'est faire le numérique qu'il faut aller. Parce que ça peut être aussi du numérique, mais ça peut être aussi du numérique dans le développement durable, ça peut être du numérique dans le RSE, ça peut être du numérique dans plein de choses. Et le numérique, aujourd'hui, c'est un petit peu la base de tous les métiers. Donc, c'est un peu le domaine en fait, où il faut aller. Et mais j'aimerais aussi ajouter que le numérique, après, en fait, finalement, aujourd'hui, ça reste un peu un outil et finalement qui est présent dans énormément de domaines. Et donc, si vous avez une affinité particulière avec quelque chose, par exemple le dessin ou la musique, en fait, c'est assez facile. Enfin non, c'est pas facile, il faut chercher, mais il y a moyen de trouver un métier qui mêle numérique et informatique. Donc, faut pas oublier que c'est un outil qui évolue tout le temps. Et en fait, il y a tout le temps besoin de nouvelles connaissances et d'innovation. Et en fait, c'est pas aussi noir qu'on l'imagine. Enfin, c'est pas autant un univers de geek que ça, parce qu'au final, il y a vraiment plein de métiers différents qui mêlent plein de compétences. Et du coup, si on les a pas toutes au début, c'est pas très grave, parce qu'en fait, avec le temps et du travail, on y arrive quand même assez bien. Voilà. Super, merci beaucoup pour ces témoignages inspirants qui nous montrent un peu le champ des possibles dans le numérique et pour encourager un peu les filles à oser le numérique. Merci beaucoup. Et les parents, et les professeurs, et tout ça. Merci beaucoup.